Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et comme tu peux le constater, j'ai les lunettes, ce qui veut dire analyse d'actualité. Vous avez été très nombreux à me proposer des sujets sur Instagram, je souhaite vous remercier. J'en profite d'afficher d'ailleurs l'Instagram pour que vous puissiez m'ajouter et m'en envoyer des nouveaux. Et cette fois-ci, c'est la communauté québécoise qui m'a proposé un sujet que je trouve passionnant. Il s'agit de la première vidéo en français sur ce thème. Et j'ai d'ailleurs un petit carnet sous les yeux parce qu'il va falloir être précis. On va notamment aborder le droit canadien. De ce fait, ne m'en voulez pas si j'ai tendance parfois à regarder mon carnet. Alors, je t'invite à t'asseoir parce que tu vas entendre des énormités et tu risques de tomber de 10 étages. Ainsi, par souci de sécurité, assis-toi parce que ça va bien se passer. De plus, on va prendre le temps d'installer les différents protagonistes de cette histoire, le contexte, pour comprendre tous les tenants et les aboutissants. Maintenant que tout ça c'est dit, on peut y aller. Tu dois déjà probablement connaître Jordan Peterson, le philosophe, clinicien canadien mondialement connu. Il est l'une des personnes aujourd'hui qui lutte activement contre la grande déraison, le wokisme et le progressisme. Jordan Peterson, il ne se définit pas comme un conservateur, mais il a plutôt des idées orientées à droite. Par exemple, il a rendu visite plusieurs fois à Viktor Orban, qui n'est pas considéré comme un wok. De ce fait, Jordan Peterson, il a des idées que l'on peut rapprocher à droite, vulgairement, même si lui, il ne se définit pas lui-même comme un conservateur. Jordan Peterson, il est mondialement connu pour avoir écrit 12 règles pour une vie et sa suite 12 nouvelles règles par-delà l'ordre, mais c'est pas pour ça que de base il s'est fait connaître. En réalité, il a été au cœur d'une polémique dans son pays, le Canada, en 2016. On va un petit peu remonter le temps. À cette époque-là, le Canada a voulu faire passer une loi qui touchait toutes les provinces du pays. Parce que vous le savez, le Canada est un État fédéral. Chaque province a son gouvernement, son parlement, ce qui donne une certaine autonomie dans notamment la création de propres lois locales. Mais cette loi, la C16, elle touchait tout le pays et elle est aujourd'hui en vigueur au Canada. Cette dernière, je vais tout simplement vous lire sa description, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle prévoit. Le projet de loi C16 est un amendement à la loi canadienne sur les droits de la personne et du code criminel, le code pénal en somme, qui inclut l'identité de genre et l'expression de genre parmi les caractéristiques protégées contre la discrimination, interdisant la propagande haineuse. Par exemple, le projet de loi C16 il permet que si un individu commet un crime ou un délit qui est en lien avec des notions de genre, d'expression de genre, etc., ce dernier va être plus lourdement condamné parce que c'est une circonstance aggravante, tout simplement. Ce projet de loi C16 ne punit pas, ne criminalise pas ce qu'on appelle mégenré. Je déteste utiliser ce mot, mais on reprend la sémantique des Canadiens. Qu'est-ce que c'est que mégenré? C'est tout simplement si un transsexuel qui a opéré sa transformation souhaite qu'on le voit comme une femme ou comme un homme, il va vouloir qu'on utilise le pronom il ou elle. Et tout le monde va devoir respecter ça pour lui. Le truc, c'est que c'est une atteinte à la liberté d'expression parce que c'est pas basé sur la biologie de l'individu en lui-même, c'est suite à sa transformation. Et Jordan Peterson, à l'époque, quand le texte est sorti, il s'est montré particulièrement critique sur cette notion d'expression de genre parce que pour lui, on ne pouvait pas obliger les individus à utiliser il ou elle parce que c'était contraire à la réalité biologique. Et c'était surtout une volonté du gouvernement canadien d'imposer aux citoyens une sémantique, c'est-à-dire tu vas devoir utiliser telle expression, sinon c'est pas bien. En fait, pour lui, c'était un parallèle qu'on pouvait faire avec 1984 d'Orwell et la novlangue. De ce fait, Jordan Peterson, il s'est fait connaître à l'époque pour ça. Il est passé plusieurs fois en audition devant le Sénat pour expliquer les arguments contre la loi C16. Alors là, tu te dis, oui, mais le doc, tu dis que la loi C16 ne condamne pas le fait de mégenrer. C'est vrai, il n'y a pas de peine de prison ni d'amende. Mais écoute bien, parce qu'il y a une sorte de faille. En réalité, si tu mégenres un individu, tu peux être parfois condamné à payer des dommages et intérêts
quand ça concerne du harcèlement ou même de la haine. Le problème, c'est qu'on sait qu'en droit, eh bien aujourd'hui, ce sont des notions qui peuvent être extrêmement larges. Peut être considéré comme de la haine des propos qui ne sont absolument pas haineux et qui correspondent tout simplement à une réalité empirique. Ce qui fait qu'un restaurateur canadien a dû payer 30 000 $ canadiens de dommages et intérêts parce que l'un de ses employés s'était senti blessé du fait que eh bien, son patron le mégenrait. Je vais te lire à l'instant la décision du tribunal à l'époque, eh bien, qui s'était basée pour la première fois sur ce texte C16. Le jugement rappelle que l'utilisation des bons pronoms permet aux personnes transgenres de se sentir en sécurité. À défaut, la sécurité des personnes mégenrées est sapée et ces personnes doivent répéter au reste du monde « j'existe ». Ainsi, eh bien, le restaurateur a été condamné à payer 30 000 € de dommages et intérêts, même si ce n'est pas une amende, eh bien, il a dû payer. Tout ça parce qu'il n'a pas utilisé « il » ou « elle ». Et ainsi, ça rejoint ce que disait Jordan Peterson, c'est une atteinte à la liberté d'expression des individus. Le problème, c'est qu'à l'époque, eh bien, il a été traîné dans la boue pour ça, il a subi des pressions énormes, et c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu une légende et qu'il est devenu extrêmement connu partout dans le monde. Il faut comprendre aujourd'hui que Jordan Peterson est un opposant politique assez sérieux à Justin Trudeau. Il a par exemple apporté son soutien aux Canadiens dans le cadre du convoi de la liberté qui y a eu lieu il y a quelques semaines. C'est vraiment devenu eh bien, un individu, Jordan Peterson, qui n'hésite pas à s'exposer politiquement et à dénoncer, critiquer le gouvernement de Justin Trudeau. Ce qui est une certaine forme de courage, puisqu'il a dû quitter eh bien, sa profession. Il est aujourd'hui plus enseignant et on va en parler plus loin dans la vidéo. Dans ce contexte-là, Jordan Peterson, il est connu pour être plutôt très critique envers le gouvernement. Et il y a peu, il a fait une nouvelle vidéo contre une nouvelle loi qui est extrêmement liberticide, c'est-à-dire que à côté la loi C16, eh bien, c'est ridicule, puisqu'il se positionne contre la Bill 67. Alors, avant d'aborder qu'est-ce que c'est la Bill 67, il suffit de se pencher sur la personne qui est à l'origine de tout ça. Cette dernière, il s'agit tout simplement de Laura Mae Lindo. Il faut savoir que la Bill 67, c'est une loi qui ne va être en vigueur que dans la province de l'Ontario, c'est-à-dire c'est une loi locale de la province de l'Ontario. Et cette dame, eh bien, elle a un passif avec Jordan Peterson en quelque sorte, puisqu'elle était à la tête du comité équité de l'Université des Lauriers qui se trouve dans l'Ontario. Et cette gentille dame a mené une chasse aux sorcières contre Lindsay Shepherd, qui était professeur dans cette fac. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était à l'époque de la loi C16, eh bien Lindsay Shepherd avait montré une vidéo à ses étudiants de Jordan Peterson devant le Sénat qui critiquait la loi C16. Et Lindsay Shepherd était plutôt d'accord avec les idées de Jordan Peterson. Cette dernière a été convoquée par eh bien, les grands bonnets de sa fac, une rencontre qui était d'ailleurs illégale parce qu'elle n'avait fait rien de mal, qui entravait en fait le règlement de l'université, et elle avait subi des pressions énormes, ce qui fait qu'aujourd'hui elle n'est plus professeure du tout, et les gens qui l'ont traînée dans la boue estimaient qu'elle avait mis eh bien, dans une position d'insécurité certains étudiants de sa salle de classe, c'est dire. Et d'ailleurs, Jordan Peterson avait apporté son soutien à Lindsay Shepherd, ce qui fait que voilà, Jordan, il a un passif avec celle qui est à l'origine de cette loi 67. Mais là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça prévoit, cette loi 67? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Je vais te lire ce qu'a expliqué Jordan Peterson. Il s'agit d'une traduction en français, et bien tout simplement de ce qu'il explique dans cette vidéo, que je te mettrai de toute façon en description. Je cite Jordan Peterson. Cette loi rendra obligatoire la subversion de l'ensemble du système d'éducation de l'Ontario, de la maternelle à la 12e année, ainsi que dans les collèges et les universités,
collège étant l'équivalent de lycée, aux doctrines radicalement gauchistes connues sous le nom de la théorie critique. Alors là, on va faire une petite parenthèse. Qu'est-ce que c'est que la théorie critique? La théorie critique, c'est né dans les années 30 en Allemagne, ça vient de l'école de Francfort, et il y a également dans le grand ensemble de la théorie critique, critical theory en anglais, on retrouve aussi la French Theory, Derrida, Foucault, etc. Pour faire simple, la théorie critique, ça regroupe tous les penseurs, tous les artisans de ce qu'on connaît aujourd'hui, du progressisme, du wokisme, de la cancel culture. C'est vraiment l'origine. On retrouve dans les auteurs Gramsci, Herbert Marcuse, mais également des hommes comme Habermas. Bref, on retrouve ces individus-là dans la théorie critique. Qu'est-ce que c'est la théorie critique? C'est tout simplement la relecture marxiste et freudienne de la critique du capitalisme après les années 40, 50 et surtout après-guerre, dans un but de dénoncer le statu quo de nos sociétés occidentales, c'est-à-dire le capitalisme qui est vu comme l'idéologie dominante, quasiment hégémonique. La théorie critique, c'est d'inspiration marxiste. Ça, il faut bien l'intégrer. Ça veut tout simplement opérer un bouleversement, un renversement. Et d'ailleurs, la théorie critique, elle a tendance à récupérer le concept de lutte des classes et à l'élargir dans d'autres thématiques. Dans la théorie critique, on retrouve une subdivision, c'est la théorie critique de la RACE. Désolé, je ne peux pas employer ce mot sur YouTube parce que la plateforme risque de me mettre des calbottes derrière la tête. De ce fait, ça émane d'où? Des États-Unis dans les années 80, avec certains professeurs de droit comme Alan Friedman, qui partaient du principe que, certes, le droit garantissait une certaine égalité entre les individus, peu importe leur couleur de peau, mais pour les tenants de la théorie critique de la RACE, ça ne tenait en rien. Pourquoi? Parce que toutes nos institutions, tout ce qui existe aujourd'hui, le droit, les marchés financiers, le gouvernement, etc., sont des individus fondamentalement racistes parce que ça a été mis en place par une histoire dominée par l'homme blanc. L'homme blanc a mis en place des institutions où il est le maître de ces dernières et il en fait domine les individus de couleur et il exerce envers ces individus-là un racisme systémique. C'est-à-dire que vu que l'histoire des États-Unis s'est façonnée autour d'un racisme originel, tout ce qui en découle aujourd'hui est de facto et foncièrement raciste. Ainsi, la théorie critique prend les individus non pas pour ce qu'ils sont dans leur individualité, mais il les place dans des grands ensembles. Par exemple, si tu es un homme blanc, tu es de facto responsable de la domination aujourd'hui actuelle sur les gens de couleur. Et tu es de facto, raciste, même si tu ne le sais pas, parce que tu participes à ce racisme systémique. Tu es l'aboutissement de tout ça. De ce fait, il y a un racisme quand il y a la domination des hommes blancs sur les gens de couleur, qu'ils soient noirs, autochtones, asiatiques. Et bien sûr, ce racisme-là ne peut que être dans un sens, c'est-à-dire que c'est la domination des hommes blancs sur les gens de couleur, et pas inversement, puisque c'est des grands ensembles. De facto, en tant qu'individu blanc, tu es forcément l'oppresseur et tu opprimes d'autres individus. Par contre, c'est impossible foncièrement que des individus de couleur soient racistes parce que ce ne sont pas eux qui te dominent. Alors, à partir de là, on a eu plein d'auteurs qui ont abordé ces théories. On a par exemple Peggy McIntosh qui a écrit Le privilège blanc, où elle liste toute une série de privilèges qui sont en réalité des privilèges plutôt liés à la bourgeoisie et pas forcément au fait qu'elle soit une femme blanche, c'est pas du tout ça, c'est juste parce que c'était une bourgeoise. Et on a également Ibram Kendi avec son livre Comment devenir un antiraciste, où il nous explique que de toute façon,
Les gens de couleur aujourd'hui doivent tout simplement être discriminatoires envers l'homme blanc parce que lui-même est discriminatoire envers eux, il est raciste. De ce fait, en fait, il faut renverser la vapeur et c'est pas bien grave, en fait. On retrouve d'ailleurs la sémantique propre à Karl Popper, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, ou Herbert Marcuse, il faut être intolérant avec les intolérants. Le problème, c'est que la théorie critique, tu l'auras compris, elle voit les individus non pas pour ce qu'ils sont, mais pour leurs caractéristiques générales. Ils les mettent dans des grandes cases et ce n'est pas mouvant. Tu es un homme de couleur, tu es forcément opprimé et tu ne peux pas en fait être raciste envers d'autres individus. C'est que l'homme blanc hétérosexuel qui est responsable de tout ça. Parce que là, je te parle de la question de la couleur, mais on retrouve dans la théorie critique, la question de l'orientation sexuelle, etc. C'est en fait un élargissement de la lutte des classes à d'autres problématiques dans la société. Jordan Peterson nous explique que cette idéologie va être enseignée de la maternelle jusqu'aux universités. Mais là, tu me dis, le doc, c'était déjà le cas, en fait, dans les universités publiques au Canada, même dans les universités privées, il y avait déjà, en fait, l'étude de tout ça. C'était quasiment omniprésent, oui, mais là, c'est consacré en droit. C'est-à-dire que le droit reconnaît l'hégémonie de cette idéologie dans la pratique des cours au quotidien. Et il ne doit pas y avoir de discours dissident. Parce que ce que nous explique Jordan Peterson, c'est que les professeurs, quand ils vont être en études pour devenir enseignants, ils vont devoir valider ces conceptions-là, la main sur le cœur, c'est de l'ordre de l'évidence, c'est-à-dire ils doivent embrasser cette idéologie, et les élèves, comme les professeurs, vont être soumis à un contrôle, c'est-à-dire que dans chacune des universités et collèges, il va y avoir un comité où plusieurs personnes vont siéger de l'administration, et il va y avoir un expert mandaté par le gouvernement, un expert en théorie critique, qui va être une sorte de tribunal d'inquisition qui va pouvoir punir des individus qui auraient remis en question la théorie critique. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que cette idéologie a été consacrée en droit comme étant la bonne, la meilleure, les clés de la vérité. Il ne pourra plus y avoir de remise en question de cette idéologie, et s'il y a remise en question, il y aura punition. Alors pour le moment, on ne sait pas les punitions qui sont prévues parce que le texte ne les mentionne pas pour le moment. Et le pire dans tout ça, parce qu'il y a toujours une trahison suprême en quelque sorte, c'est que le gouvernement local de la province de l'Ontario, ce sont des conservateurs. On retrouve notamment Doug Ford Jr., qui fait partie du parti conservateur, qui a validé ce texte qui est, il me semble, au moment où je vous parle, en deuxième lecture. De ce fait, on se retrouve là, au Canada, avec l'hégémonie par le droit de la théorie critique. Et Peterson dénonce cela avec force. Maintenant, il convient d'analyser tout ça, et moi, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Tout d'abord, lorsque j'ai fait des études de droit, il y a une chose qu'on nous apprend dès le départ, ou plutôt deux, c'est que d'une part, la loi n'est pas toujours juste. Ça, je pense que vous l'aurez compris, il suffit de voir comment la loi aujourd'hui est appliquée en France, par exemple rien qu'avec les squatteurs, et son application c'est encore pire. De ce fait, la loi n'est pas forcément juste. De plus, la loi elle est toujours politique, elle est toujours mouvante. C'est l'avocat Pierre Gentillet qui l'expliquait très bien. La loi, elle n'est pas vide d'une substance. Elle a toujours en fait un degré politique. Elle est toujours politisée. C'est pas quelque chose d'inanimé, une loi. Et en plus, elle peut être interprétée comme en fait les juges le veulent, surtout si ces derniers sont orientés politiquement. De ce fait, une loi, quand elle est consacrée, elle doit être respectée par le plus grand nombre dans la société. Elle a une figure d'autorité, elle a valeur d'autorité. Ça ne veut pas dire qu'elle est juste, mais tout simplement, il faut la respecter. Ce qui est extrêmement dangereux avec cette loi, c'est qu'on consacre une idéologie qui est une idéologie avec ses failles et ses forces aussi, même si là, c'est vraiment que des failles, parce que vous l'avez compris, c'est extrêmement dangereux.
Et cette idéologie, qui normalement peut être critiquée, remise en question, etc., a un statut hégémonique. Elle ne peut pas être remise en question et si c'est le cas, il y aura des sanctions. On bride la liberté d'expression et on consacre une idéologie extrêmement dangereuse comme étant une norme qui est intangible. Il faut comprendre également que les lois, elles obéissent à la stratégie des petits pas. C'est-à-dire qu'on inocule dans la société le concept dans une loi pour qu'ensuite on puisse faire évoluer cette dernière. Par exemple, la loi C16 ne prévoit pas de peine de prison ni même d'amende si tu mégenres. Mais on commence par te faire payer des dommages et intérêts et c'est possible par la suite, si le gouvernement va aller plus loin, de tout simplement décider qu'à partir de maintenant, il y aura des amendes. La loi, c'est comme une maison. Il y a des fondations et petit à petit, on construit. Si tu n'as pas mis en place une fondation, tu auras du mal à faire ton mur, tout simplement. De ce fait, tu ne peux pas arriver et dire, voilà, à partir de maintenant, le fait de mégenrer, ça va être puni de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende. Mais tu dois commencer par dire, eh bien là, ça va être des dommages et intérêts. Et en plus, on sait qu'il y a des lobbies, des associations qui font pression auprès des gouvernements pour toujours aller plus loin. Ce qui fait qu'il est possible d'imaginer que dans quelques années, le Canada décidera de punir pénalement ce genre de fait. Bien sûr, la liberté d'expression est bafouée, mais en plus de ça, il faut bien comprendre que la théorie critique de la RACE, elle est quand même basée sur une volonté raciste. C'est-à-dire qu'elle part du principe qu'il y a un pseudo-racisme systémique qui est la volonté de l'homme blanc, qui en fait, il y aurait une sorte de complot, il se frotterait les mains de faire ce racisme systémique-là. Donc il faut renverser cette domination pour la remplacer par un racisme systémique qui sera effectué cette fois-ci par eh bien, les anciens opprimés. C'est-à-dire qu'on retrouve la dialectique du maître et de l'esclave. Et ça, c'est particulièrement dangereux. Parce que sous couvert qu'aujourd'hui il y a soi-disant un racisme systémique, on voudra mettre plus tard en place un vrai État raciste. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'elle va légitimer une forme de racisme envers les personnes blanches dans le cadre des universités. Parce que tu l'auras compris, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu es blanc, tu fais partie du groupe des blancs et tu es de facto raciste, tu es de facto un individu mauvais. Et c'est ça le risque qui est énorme. C'est que pendant des décennies, de la maternelle jusqu'à l'université, on va créer des individus qui vont être formatés et qui vont embrasser la théorie critique et la main sur le cœur et n'en jurer que par ça. Alors après, je me rassure dans le fait que, eh bien, une idéologie, elle n'est jamais pérenne dans le temps. Quand un État essaye d'imposer une idéologie, il risque de se casser les dents parce que certes, il va créer une partie de la population qui va être très radicale et qui va embrasser complètement eh bien, le narratif que lui impose l'État, mais il va y avoir aussi des dissidents. Il va y avoir aussi des individus qui vont, même s'ils seront en fait biberonnés depuis la maternelle jusqu'à l'université par cette idéologie, il y en a qui vont vouloir s'affranchir de cette dernière. De ce fait, plus on essaye d'imposer une idéologie, plus ça peut en fait amener à un écroulement. Et ça, c'est plutôt positif, puisque de toute façon, je suis intimement convaincu que ce genre d'idéologies sont tellement en fait basées sur des idées mortifères qu'à un moment donné, elles vont s'écrouler comme un château de cartes. Mais il risque d'y avoir des pots cassés sur des décennies et des décennies. Et ça risque forcément d'abîmer profondément la société canadienne. Alors là, tu dois te dire, oui, mais le doc, c'est bien beau tout ça, mais là, on parle du Canada, c'est des woke, c'est un pays anglophone, on sait qu'ils sont très sensibles à tout ça. Mais ce n'est pas le cas de chez nous en France. Attention, il ne faut jamais dire jamais. On voit que nos post-démocraties essayent de mettre en place toujours plus de lois liberticides. On l'a vu ces dernières années en France. On voit que c'est le cas du Canada, d'autant plus c'est que la France n'est pas un État fédéral, ce qui fait que, eh bien, à partir du moment où un gouvernement qui succombera complètement au charme du progressisme décide, eh bien, de mettre en place une politique de ce type, eh bien, ça s'appliquera partout, qu'on le veuille ou non. On peut même se rendre compte qu'il y a déjà eu des projets de loi à peu près similaires en France, très liberticides, comme par exemple la loi Avia contre la haine en ligne. Qu'est-ce que la haine? Parce que ça aussi c'est un autre problème qui est véhiculé par le texte.
c'est que il y a une ultra extension de ce qu'est la haine, de ce qu'est la discrimination, et n'importe quel discours qui se base juste sur des phénomènes empiriques, parce qu'ils témoignent de certaines réalités dures à entendre, seront considérés comme haineux ou racistes, parce qu'en fait, ils plairont pas à une partie de la population. Et c'est ça, en fait, le grand risque. Et on peut avoir ça en France. Il ne faut jamais dire jamais. Alors, pour la loi Avia, le Conseil constitutionnel avait censuré le texte, qui n'est pas appliqué aujourd'hui. Mais c'est pas parce que le Conseil constitutionnel l'a fait aujourd'hui qu'il ne va pas revenir sur sa décision demain. Le gouvernement a essayé. On voit qu'il y a eu une tentative, et rien que le fait qu'il y ait eu une tentative, ça doit sonner, eh bien, l'alarme, ça doit nous inquiéter. Alors bien sûr, il y a une réponse, tout simplement Jordan Peterson au Canada, même s'il risque de se casser les dents, d'autant plus que dans un premier temps, ce sera une loi de province, mais je suis sûr que ça va s'élargir peut-être même au pays en entier. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça touche que l'Ontario que ça touchera pas tout le pays. Aux États-Unis, il y a déjà dans certains États des lois de ce type. On peut citer par exemple la Californie. La Floride fait extrêmement attention, notamment avec Ron DeSantis qui a bloqué la possibilité de donner des cours sur la théorie critique. On voit qu'il y a des réponses, mais après, est-ce que ça sera suffisant? D'où l'intérêt d'alerter sur ce type de problématique, même si ça se passe au Canada, y compris en France. La théorie critique est une idée et une idéologie extrêmement dangereuse. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'étudier. Quand j'étais en prépa, j'ai étudié aussi bien le capitalisme, le communisme, le fascisme, etc. C'est important de comprendre les idéologies pour parfois mieux les combattre. Mais là, le souci, c'est que le droit consacre cette idéologie comme une norme. Or, c'est une idéologie politique et c'est une loi qui l'est tout autant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai bien peur que le Canada soit de toute façon perdu, même si à mon avis Trudeau ne sera pas éternellement réélu, mais on l'a bien vu, de toute façon que ce soit les conservateurs ou les libéraux, c'est pareil, puisque là, dans le cadre de l'Ontario, ce sont les conservateurs qui ont validé ce texte, ce qui montre bien leur couardise, leur pleutrerie, si on peut le dire, et c'est possible que d'autres provinces finissent par adopter ça, et c'est possible un jour que ça arrive en France. De ce fait, restez alerte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer ce qui se passait là-bas. Et je vous invite à parler de tout ça autour de vous, à critiquer ce qui se passe au Canada et surtout, ne pas faire comme fait certains Français, de se dire non, mais de toute façon, on s'en fout, ça se passe aux États-Unis, au Canada. Commencez par attaquer le problème à la source. C'est pas parce que c'est les Canadiens ou les Américains que ces problèmes-là n'arriveront pas dans nos sociétés, en France ou en Europe. Restez alerte, c'est important. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo d'analyse d'ouvrage ou d'analyse d'actu. C'était le doc. Ciao les barons.